Présente, Emmanuel Bobin, je suis donc agent de développement à Moelle-Épinière et Motricité Québec. Sachez que cette conférence sera donc animée par notre chère Vanessa Anne Paré, organisatrice communautaire à Moelle-Épinière et Motricité Québec, qui fera donc l'entrevue avec Cindy Ouellet. Donc ma collègue fera sa présentation, lors de l'entrevue. Cette deuxième conférence virtuelle est donc dans le cadre des festivités du 75e de Mémo Québec. Si vous souhaitez en savoir plus sur la programmation des festivités, donc toutes les autres activités qui s'en viennent dans les prochaines semaines, donc je vous invite à consulter juste après la conférence le site internet de Mémo Québec, donc à l'adresse moellépinière.com. Rapidement, Moelle-Épinière et Motricité Québec est donc un organisme à but non lucratif depuis 1946 qui a été fondé par des vétérans de la Seconde Guerre mondiale. Ils sont revenus blessés à Moelle-Épinière du combat. Et notre mission, c'est de favoriser l'autonomie et améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec une lésion à la moelle épinière et plus largement les personnes en situation de handicap. Notre mission se décline à travers 4 principaux champs d'action qui sont l'intégration sociale. Sachez que le service travaille en étroite collaboration avec les centres d'expertise blessés médulaires de l'Est et de l'Ouest du Québec. Nous avons aussi l'employabilité, le soutien à la recherche et la défense des droits et des intérêts collectifs. Nous avons également une fondation Moelle-Épinière et Motricité Québec qui vient en aide financièrement aux personnes vivant avec une lésion à la moelle épinière. Si vous souhaitez plus de détails sur nos services ainsi que la fondation, je vous invite également à consulter notre site internet moellépinière.com. Je vous l'ai laissé un petit peu plus haut, donc cette année est une année spéciale pour Mémo Québec car nous célébrons notre 75 ans d'existence. Et donc, juste avant de commencer la conférence, je vous montre une de nos capsules dans laquelle une personnalité mystère a adressé ses vœux à Mémo Québec à l'occasion de nos 75 ans. Bonjour à tous, ici Charles Deguire, président cofondateur de Kinova Robotique. La grande famille de Kinova se joint à moi pour dire félicitations à Mémo Québec pour 75 ans de dévouement à l'intégration sociale, à la défense des droits et à l'employabilité des personnes vivant avec des limitations physiques ou neurologiques. Dans ma famille, c'est aussi un combat depuis plusieurs générations. Ça a commencé avec mes oncles, les frères Forêt, et on poursuit aujourd'hui avec le développement de techniques innovantes. Mais rien de tout ça serait possible si on n'avait pas des partenaires de longue haleine comme Mémo Québec. Alors encore une fois, vous êtes inspirant, 75 ans, pour n'importe quelle organisation. C'est un pas incroyable. Merci d'être au Québec, merci de faire progresser notre société. Et on s'en souhaite un 75 de plus. À bientôt. Bonjour Cindy. Bonjour. Merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation à passer l'heure du dîner en compagnie de Mémo Québec. C'est vraiment un plaisir que tu sois avec nous. En fait, ce serait difficile de résumer ton parcours en quelques mots. Tu es une athlète paralympique au parcours qu'on pourrait qualifier de prolifique, autant aux Jeux d'été qu'aux Jeux d'hiver. Tu es aussi musicienne, doctorante en génie biomédical et femme engagée socialement. En fait, on peut dire que tu fonces dans la vie à 100 000 à l'heure. Ce que je te propose, avant de commencer avec les questions, c'est qu'on présente un extrait de la vidéo qui a été lancée lorsqu'on t'a décerné en juin cette année le titre d'athlète féminine de la décennie au Gala Sport Québec. Dans le fond, j'ai fait la connaissance de Cindy lorsqu'elle était à ses premières armes dans la course en fauteuil roulant. Et quand je l'ai vue arriver, pour moi, c'était naturel. C'était un talent naturel. C'est quelqu'un qui voulait performer. Puis tout de suite, moi, je me suis accroché avec elle pour justement la développer dans son sport parce que je voyais vraiment une belle athlète en devenir. La plus belle qualité de Cindy, je pourrais dire que c'est une fonceuse. Il n'y a rien qui l'arrête. Quand elle a un projet en tête, elle va jusqu'au bout. Puis elle veut que ça soit bien réussi également. Donc, c'est pas juste j'ai une idée, je veux que ça fonctionne, c'est qu'elle veut que ça soit parfait également. Donc, elle met les heures et les heures et les heures pour être sûr que ça soit à la perfection puis de la façon qu'elle veut que ça soit fait. Que ce soit avant ou après la maladie, elle a toujours été une enfant et une jeune adulte combattante avec un parcours quand même assez exceptionnel. Cindy, en fait,
j'imagine qu'on aura la chance d'aborder. C'était vraiment intéressant, là, cette vidéo-là, parce que ça relatait ton parcours, et on va justement en parler durant la prochaine heure. D'abord, est-ce que tu serais à l'aise de nous expliquer c'est quoi le contexte qui a entraîné ta limitation fonctionnelle? Ouais, ben dans le fond, moi, je suis pas née avec un handicap. J'ai vraiment, à 12 ans, j'étais à un camp de football, puis je me suis fait plaquer vers l'arrière. J'ai tombé et tout, puis j'ai eu une fracture ouverte de la hanche. Puis à ce moment-là, on s'est rendu à l'hôpital. Puis lorsque les médecins ont regardé tous les rayons X et tout, c'est là qu'ils ont vu que j'avais une masse au bassin. Donc à ce moment-là, ils pensaient vraiment pas, ils pensaient que c'était bénin, ils pensaient pas que c'était un cancer et rien. J'avais 0 symptômes. Donc j'ai été en béquille pendant quelques mois. Ils ont fait comme si c'était vraiment juste une fracture de la hanche. J'ai fait ma saison de ski alpin parce que j'étais athlète dans ce temps-là aussi. Puis à la fin de l'hiver, je commençais un petit peu à avoir mal à ma hanche. Fait qu'ils ont fait des tests parce que j'avais seulement 12 ans. Puis c'est là qu'ils ont fait une biopsie. Puis c'est là qu'ils se sont rendus compte que c'était un cancer des os qui s'appelle le sarcome d'Ewing. Donc à ce moment-là, ils me donnaient 3% de chance de survie. Donc ils m'ont dit qu'il était environ 2-3 mois. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, évidemment. J'ai eu des médecins vraiment incroyables ici à Québec qui m'ont suivi. Puis, on a commencé la chimiothérapie, la radiothérapie. J'ai eu 28 traitements de chimio. On a eu une grosse opération qui m'a enlevé complètement le bassin gauche, donc une hémipelvectomie complète. Ils ont refait une espèce de reconstruction complète de la hanche. C'est un petit peu un projet de recherche, si on veut. Donc, j'ai encore comme ma jambe à moi, je ne suis pas amputée. Donc, mais je n'ai aucune sensation dans ma jambe gauche. J'ai encore une coupe de muscles qui sont fonctionnels, donc c'est pour ça que je suis capable de me déplacer encore debout. Mais la plupart du temps, je suis en fauteuil roulant parce que je ne peux pas faire de longue distance ou sinon je suis en béquille. Donc, ça fait 20 ans maintenant. Puis, j'ai jamais eu d'autres problèmes en lien avec mon cancer comme tel. Donc, je suis vraiment en rémission depuis 2001. Wow, fait que c'est vraiment, à 12 ans, c'est pas le genre de nouvelles nécessairement qu'on s'attend, surtout quand on est une personne sportive, en forme, pas de symptômes comme ça. À l'époque, comment tu avais composé avec cette nouvelle-là? Est-ce que c'était comme, en fait, Ben, c'est jamais facile, évidemment. Comme vous l'avez dit, j'avais 12 ans. Donc, le fait que je sois jeune à ce moment-là, je pense que ça l'a aidé. Justement, je comprenais pas tout ce qui arrivait. J'étais enfant unique, j'ai des parents absolument incroyables, j'ai une famille qui me soutient depuis jour 1. Donc, il était là depuis le début, puis quand la nouvelle, vraiment, que le médecin est rentré dans la chambre, il dit cancer de 12 ans, tout ce que tu te rappelles, c'est les choses à la TV ou les personnes âgées qui meurent du cancer. Donc, pour moi, c'était comme vraiment un terrain inconnu. Puis, dès le début, mes parents m'ont comme rassurée, disant « Hey, ça, on va prendre ça une journée à la fois. On ne regardera pas les pronostics, etc., tous les chiffres. » Mais je ne comprenais pas vraiment qu'est-ce qui m'arrivait. Puis pour moi, c'est comme hey, « J'irai plus à l'école. Je vais être à l'hôpital. Je vais jouer à des jeux vidéo. » C'était quand même le fun. Mais en même temps, tu es malade. Donc, je suis contente, je pense, de l'avoir vécu à un jeune âge parce que justement, je ne réalisais pas toute l'ampleur que ça avait. Tu étais vraiment comme dans le moment présent, puis tu le vivais au jour le jour, dans le fond, c'est ça. Oui, exactement. Nous, ça a toujours été ça. Puis mes parents, c'est ça. Ils m'ont dit, OK, on va prendre ça une journée à la fois. On verra qu'est-ce qui arrivera. Puis c'est vraiment ça qu'on a fait. Puis c'est encore comme ça qu'on vit aujourd'hui. Si maintenant, on va du côté du sport, j'aimerais ça que tu nous racontes comment tu as découvert le basketball en fauteuil roulant, puis qu'est-ce qui fait que tu es tombée en amour avec ce sport-là en particulier? Moi, dans le fond, j'ai eu mon cancer à 12. J'ai été alitée pendant environ 2 ans. Donc, j'ai pas recommencé à faire du sport avant l'âge de 14-15 ans. Mon premier sport, évidemment, comme dans le plupart du monde, on fait de l'hydrothérapie, fait qu'on commence dans l'eau et tout. Fait que j'ai fait de la natation pour un club ici à Québec. Ensuite, j'ai fait de l'athlétisme, d'où la vidéo vous avez vu Dean Bergeron, Chantal Petitclerc, c'est des mentors pour moi depuis que je suis toute jeune. C'était encore 2 athlètes, ils étaient encore justement dans le sport quand moi je les ai rencontrés. Puis c'est vraiment eux qui m'ont comme fait voir hey, c'était un athlète avant, mais c'est encore possible, même avec un handicap, de justement pouvoir être un athlète, pouvoir représenter ton pays, aller à haut niveau. Puis je trouvais que l'athlétisme, natation, ça bouchait comme pas assez pour moi. Puis j'avais une physio qui s'appelait Francine Laforce-Bisson. Je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui la connaissent à Québec même. Puis justement, elle m'a dit « Hey, Cyn, ça te tente-tu d'aller à une pratique de basket en fin de semaine? Je pense vraiment que tu vas aimer le sport. » J'avais jamais joué au basket debout avant.
J'étais vraiment juste une skieuse alpin puis une joueuse de soccer. Donc, j'étais allée à la pratique puis je me souviens encore, pour tous ceux qui ont vu le basket, il y a beaucoup de contact entre les fauteuils, ça joue super rapidement. À ce moment-là, j'étais encore en béquille, donc j'avais jamais embarqué dans un fauteuil roulant non plus. Donc, j'ai embarqué dans ma chaise, puis depuis ce temps-là, depuis ma première pratique, j'avais 15 ans avec les mini à Québec ici. Puis j'ai vraiment trippé sur le sport, puis j'ai jamais arrêté depuis ce temps-là. Wow. Fait que t'allais vraiment chercher là, le niveau d'adrénaline dont tu avais besoin. Tu dis que l'athlétisme, ça bougeait pas assez à ton goût. Fait que tu avais la petite coche de plus. C'est ça, le mouvement, je sais pas, ça va super vite dans le basket, justement, le contact. J'ai tout le temps été quelqu'un que, justement, j'aime bouger beaucoup. Donc, c'est un bon challenge pour moi, puis j'ai vraiment aimé le sport. Puis le fait peut-être que c'est un sport d'équipe aussi, j'imagine que l'esprit d'équipe... Ben, c'est ça, je pense qu'au début, surtout, moi, j'avais jamais vécu vraiment dans le milieu en fauteuil. Puis, on recule en 2001, 2002. C'était pas beaucoup encore dans les médias. Fait qu'on voyait pas beaucoup de sport en fauteuil. Donc, c'est sûr, voir d'autres jeunes qui vivaient un petit peu la même situation que moi, c'est sûr que ça m'a aidé à travers tout ça. Puis, tu fais aussi, c'est assez rare, corrige-moi si je me trompe, mais les athlètes de niveau olympique qui participent à la fois aux Jeux d'été et aux Jeux d'hiver, parce que tu fais aussi du ski paranordique, hein? Oui, ben, c'est sûr que c'est ça, c'est pas tout le monde qui font ça. Mais j'ai la chance, justement, avec mes deux sports, ces deux sports-là, ils vont quand même bien ensemble. C'est pas la même saison. Il y en a un qui c'est d'été, il y en a un qui c'est d'hiver. Basket, j'ai commencé en 2005, rentré dans l'équipe canadienne en 2007. Donc, c'est vraiment comme mon sport premier. Ski de fond, j'ai commencé juste avant l'année en Pyeongchang en 2018. Donc, j'ai commencé à ce moment-là. Puis, j'aime vraiment ça. Tant qu'à rien faire l'hiver, j'aime mieux faire du ski de fond. Puis, je suis très, très compétitrice. Donc, c'est pour ça que je fais de la compétition. Fait que tu vas vraiment à fond. Il n'y a pas de saison morte pour toi, là, si on peut dire. Non, vraiment pas. Il y a plus d'entraînement, mais j'adore ce que je fais. Puis, je ne changerais pas rien au monde contre qu'est-ce que je fais présentement. Je comprends. Si on prend tout ton parcours sportif là, depuis toute jeune, est-ce qu'il y a un moment en particulier qui a été marquant ou significatif pour toi, dont tu te rappelles, là, qui est vraiment encore présent? Ben, j'en parle justement, je fais quand même une conférence, puis à chaque fois, je mentionne à la fois que j'avais essayé le ski de fond pour la première fois. Justement, j'avais 15 ans à ce moment-là. C'était un des premiers sports que j'essayais justement après ma chimiothérapie et tout. Puis mon père m'avait fabriqué une luge de ski de fond parce que justement, je voulais refaire du sport à l'extérieur. J'adore ça être dans la nature. Puis je me souviens, il faisait super beau, c'était une super belle journée. J'avais hâte, ça faisait des semaines que j'attendais ma luge, j'étais enfin prêt. Je m'en vais ici à un centre de ski à Québec avec ma physio. Mes parents étaient là. Puis je me souviens encore, j'ai embarqué dans ma luge. Puis j'ai essayé de pousser. Puis pour ceux qui ont essayé le ski de fond, c'est très, très dur. Puis à ce moment-là, j'étais encore très faible. Puis je me souviens, c'était comme passer rien. Là. Je pense que j'avais peut-être bougé d'1 centimètre. J'étais jeune, mais je sortais justement. Ça faisait 2 ans que j'étais à l'hôpital. Puis à ce moment-là, je me souviens, j'étais tellement frustrée de ne pas être capable de faire un sport par moi-même que je me suis comme promis intérieurement à moi-même que fallait que je retourne faire de la physio, fallait que je retourne à m'entraîner, fallait que je me force vraiment à pas vouloir rester à la maison, à rien faire. Puis, à ce moment-là, j'étais jeune, mais même dans ma tête, mes parents me disaient, OK, tu t'apitoieras pas sur ton sort, tu vas faire en sorte que, c'est toi qui vas avancer dans la vie, toi seul. Oui, avec beaucoup d'aide, mais c'est quand même, c'est en toi, le désir de vouloir avancer dans la vie, c'est en toi. Donc, à ce moment-là, j'étais tellement frustrée, puis j'étais jeune, puis j'étais comme, non, ça n'arrivera plus jamais que je vais aller dans une luge, puis dans un sport que je ne suis pas capable de faire. Donc, je me suis promis à moi-même que, justement, j'allais travailler très, très fort. On a eu quand même une belle journée. Mon père m'a attachée. On a fait quand même du ski de fond en famille. C'était un super beau moment. Mais je me souviens, c'était un moment rempli de beaucoup d'émotions parce que, justement, c'était tellement mix de vouloir faire quelque chose par toi-même puis d'être dans ta famille que je savais qu'il fallait que je commence très, très fort à travailler pour pouvoir m'en aller à où qu'est-ce que je voulais être. Ça a été comme un moment de déclic, là, le petit coup de pied qui t'a, si on peut dire, qui t'a permis vraiment d'être où tu es rendu aujourd'hui, là, le point de départ, vraiment. Si on veut. Oui, vraiment, parce que ça faisait comme dans cette année-là, à 15 ans, j'étais retournée à l'école secondaire, j'avais eu quelques problèmes, j'étais tombée un peu dans la dépression. Fait que ce sport-là m'a vraiment fait en sorte de dire, hey, genre, si tu restes à la maison, tu vas retourner à l'hôpital, tu ne survivras pas à tout ça, puis ça va être la fin. Fait que c'est à toi d'avancer dans la vie puis de pousser.
Tu as pris comme les rênes de ta vie, puis ça t'a mis en action. J'ai essayé, puis justement, comme j'ai dit encore là, ma famille, sans eux, ça n'aurait pas été possible. Avec ton esprit compétitif, puis ton soutien, ton réseau de soutien qui est très important pour toi, tes parents. Oui, vraiment, vraiment. Donc, tu parlais, que tu aimes beaucoup, puis qu'on voyait aussi d'ailleurs un petit peu dans la vidéo tout à l'heure. Justement, tu as effleuré un petit peu ton retour à l'école après avoir combattu ton cancer. Tu en as parlé publiquement, tu as subi de l'intimidation au secondaire. En fait, je me demandais comment tu es arrivé dans la vie à, intégrer ta différence au point d'en faire une force. C'est sûr que la période d'acceptation est jamais facile. Je sais pas, vu justement que je suis un petit peu plus jeune, puis à l'adolescence de base, je pense que c'est assez dur pour tout le monde à l'école de se faire accepter. Donc, c'est sûr de revenir après 2 ans d'absence dans une nouvelle école secondaire. Je suis revenue en secondaire 3 après mes traitements et tout. J'avais pas de cheveux encore, j'étais tout maigre, j'étais en béquille. C'est ça, je me suis fait traiter un petit peu de tous les noms, justement, à cause de mon apparence physique. Je me faisais botter mes béquilles. J'ai eu justement ça, l'intimidation un peu psychologique, physique. Justement, je me faisais pousser et tout. Donc, ça n'a pas été évident. J'ai fait mon coming out dans la même année étant gay. Donc, j'ai comme j'ai tout eu dans la même année. Donc, c'était vraiment, vraiment pas évident. Puis, justement, je suis tombée un petit peu dans la dépression. Puis, j'allais pas chercher de l'aide, je vivais ça vraiment intérieurement, puis j'ai commencé justement à faire de l'automutilation. C'est quand même un jeune âge, à 15 ans, de faire ça. Après ça, toutes les idées de suicide, les tentatives de suicide et tout. Donc, c'est sûr que ça a été quand même une période assez difficile pour moi. Encore là, je sais que je suis tannante, mais ma famille a comme pris ça quand même assez de bonheur. Ils m'ont fait rencontrer des professionnels de la santé et tout, puis j'ai été pris en main. Est-ce que je l'acceptais justement de dire que j'avais un problème puis d'avancer? Pas nécessairement. Moi, je me suis comme lancée dans le sport puis j'ai comme laissé un petit peu de côté justement tous mes problèmes personnels. J'ai comme un peu essayé de cacher ça. Veux pas, oui, le sport a aidé, mais ces problèmes-là, ils ont ressorti dans les dernières années puis il a fallu que je les adresse. Puis justement, souvent, j'en parle encore puis c'est tellement important d'aller chercher de l'aide. Je pense que j'avais peut-être pas assez de maturité à l'âge de 15 ans de dire « OK, j'ai besoin de l'aide, je vais régler mes problèmes ». Fait que j'ai comme, le sport m'a sauvé, la musique. Mais maintenant, aujourd'hui, j'essaie de retravailler sur tout ça, tout ce qui s'est passé. Puis, je deal encore avec tout ça au quotidien. Moi, je trouve que ça prend du courage pour en parler publiquement, en tout cas. Puis, je pense que, comment dire, les athlètes comme toi qui en parlent, ça ouvre la voie à d'autres personnes. On en entend de plus en plus parler. D'ailleurs, tu t'impliques, je pense, depuis quelques années pour l'organisme SportAide qui fait la promotion, la prévention de la violence dans le sport et de la bonne santé mentale chez les jeunes. Il y a une petite bande dessinée qui s'appelle Les Aventures de Cindy. Vraiment, je l'ai vu, c'est super intéressant dans le fond, qui s'adresse évidemment aux jeunes et aux moins jeunes et dans laquelle ça présente ton parcours, on voit un peu là, comment tu as composé, les exploits que tu as réussi à accomplir, tout ça. Toi qui es dans le sport depuis un bon moment, est-ce que tu constates de plus en plus qu'il y a comme un genre de changement de culture au niveau de la relation avec le sport, des conditions dans lesquelles le sport, entre autres le sport amateur, se déroule là, pour les jeunes? Je pense que oui, il y a un gros changement de culture depuis que moi j'ai commencé. Juste dans le sport en général, justement, il y a un petit peu moins de tabous. Dans la dernière année, avec ce qui s'est passé avec le COVID, etc., je pense qu'il y en a beaucoup justement qui ont réalisé comment c'est dur des fois faire face à ses propres problèmes, comment c'est dur justement de dire « OK, j'ai un problème, je vais chercher de l'aide ». Mais justement, avec l'organisme SportAide avec qui je travaille depuis quelques années, je vois comme l'importance justement d'aller chercher de l'aide, mais l'importance aussi d'éduquer les gens sur c'est quoi la violence physique, la violence psychologique, puis il y en a beaucoup, beaucoup dans le sport. Puis ça commence l'éducation avec les enfants. On s'entend si on les éduque à l'âge de 5-6 ans à l'école à bien interagir avec leurs coéquipiers, coéquipières, entre eux à l'école, c'est sûr que notre culture va changer à travers les années. Ça part tout le temps avec les enfants. Donc, pour moi, personnellement aussi, j'ai vu un gros changement aussi envers le mouvement paralympique comme tel, vraiment les personnes avec des limitations fonctionnelles, comment on est perçu dans le sport.
Au début, quand moi j'ai commencé ma carrière, c'était beaucoup, on basait beaucoup les histoires sur hey, c'est quoi ton handicap? T'es un survivante de cancer, c'est tellement incroyable. Puis on laissait un petit peu notre participation vraiment sportive, notre côté athlétique, il existait comme pas. Mais maintenant, de plus en plus, quand on fait, peu importe avec quelle publicité ou avec des compagnies qu'on travaille, les gens nous demandent c'est quoi notre sport, c'est comment qu'on s'entraîne, notre nutrition. C'est vraiment axé sur notre carrière athlétique et non seulement sur notre handicap. Notre handicap, il fait partie de nous, mais au bout de la ligne, un athlète olympique, athlète paralympique, un athlète olympique se casse ses jambes, s'il a la grippe une journée, ben nous aussi, on peut avoir la même chose. Fait que, on a comme le même sorte d'entraînement, si on veut. C'est comme la même préparation, c'est la même fougue, je dirais. Puis auparavant, c'est ça, ce que je comprends, c'est que utilisait beaucoup vos histoires pour faire, comment dire, de l'inspirationnel, alors que là, c'est vraiment, c'est l'athlète qu'on veut, qu'on considère, c'est son parcours, c'est vraiment tout ça là, que j'ai pris en compte. Là. Je pense, c'est ça, puis je pense que moi, personnellement, je me suis fait comme un petit devoir de, on l'entend souvent, t'es une inspiration et tout, puis c'est sûr que ça nous touche, mais pour moi, j'aime 100 fois mieux être quelqu'un qui va motiver quelqu'un à justement avancer et non juste inspirer, parce que l'inspiration, OK, ben, va être inspiré, mais si tu motives quelqu'un vraiment à être meilleur, à être plus fort, je pense que moi, ça, c'est ça qui me rend encore plus heureuse si je suis capable de motiver quelqu'un justement à faire quelque chose. À faire quelque chose au-delà de « Ah, mon Dieu, la belle histoire! » Vraiment, exactement. La personne se prend en main parce qu'on a tous des limites à certains égards. On s'en met aussi. Puis c'est vraiment ça. C'est ça qui te challenge dans le fond. Oui, vraiment. Puis, tu sais, je pense que tu viens de le dire aussi. On a toutes des limitations. Peu importe que ce soit une limitation fonctionnelle ou qu'on a de l'anxiété, qu'on a, tu sais, c'est des fois juste des petites choses que, justement, notre enfant a un problème à l'école le matin, on se sent pas bien, ça ne tente pas d'aller au travail. On a tout quelque chose de unique à chaque jour, à chacun. Fait que ça dérange pas si c'est, oui, j'ai mon cancer, oui, c'est une grosse histoire, mais ça prend pas une grosse histoire pour avoir une limite. Non, effectivement. Effectivement. Fait que, dans le fond, c'est un mythe de penser que les athlètes, c'est des personnes invincibles, au-dessus de tout, fortes. Hein? C'est ça, vous êtes des humains finalement, puis c'est que là, vous pouvez vous donner le droit de l'être pleinement. C'est ça qu'on entend, par exemple. Oui, on n'est pas... on est souvent vus comme des super-héros, puis c'est le fun. C'est le fun d'inspirer les jeunes, c'est le fun d'inspirer... Comme dans la petite BD. Exactement. Mais, tu sais, au bout de la ligne, on est des humains nous aussi, puis justement, on a tous nos petits bobos, puis il y a des journées qu'on chiale plus que d'autres, puis on n'est vraiment pas invincibles. Juste, comment dire, vous travaillez pour vous dépasser, mais c'est pas quelque chose, vous naissez pas comme super puissant. Là. Il y a vraiment tout un travail, une discipline là-dedans, une quête aussi, hein, dans le fond, c'est ça. Ouais, ben, tu sais, je pense que justement, il faut tout le temps trouver, tu sais, on a un rêve, on veut atteindre notre rêve. C'est sûr qu'il y a beaucoup de défaites à travers tout ça. Tu sais, c'est pas un parcours qui fait juste monter, là. Il y a beaucoup de montées, descentes comme dans n'importe quel parcours de vie. Donc, tu sais, pour moi, puis c'est ça, je pense, qui me fait apprendre beaucoup dans ma vie. Plus mes défaites m'ont fait apprendre puis grandir encore plus que les victoires. Les victoires, c'est comme les petits bonbons à la fin, mais les défaites nous apprennent justement à être plus forts puis à grandir beaucoup plus vite que les victoires. Effectivement. Outre dans le sport et dans la musique où tu te dépasses, tu fais présentement un doctorat en génie biomécanique. Tu es sur le point de l'obtenir, hein, je crois, ou si c'est oui, pas déjà fait. Non, je ne l'ai pas obtenu encore. J'ai pris comme deux années off à cause du COVID et tout. Mettons que ça a comme changé un petit peu mes études, mais justement, j'étais aux États-Unis pendant 11 ans pour faire mon bac, mes 2 maîtrises, puis mon début de doctorat. Puis, je suis retournée au Canada, ça fait environ 3 ans maintenant que je suis revenue. Puis, c'est pour ça que j'ai commencé justement le ski de fond, parce que j'étais dans le sud des États-Unis, il n'y a pas beaucoup de neige. Fait qu'en revenant au Québec, je pouvais faire du ski. Mais, ouais, ben c'est ça, je recommence en janvier, j'étais en génie biomédical. Donc, je suis vraiment plus un petit peu sur le côté de neuroréadaptation et tous les membres mécaniques sur les amputations et tout. Fait que pour le commun des mortels, c'est ça, c'est comment on peut assister le corps avec des moyens. Comment tu vulgariserais ça, dans le fond? Ben moi, mon domaine, vraiment, c'est souvent, je prends l'exemple de ceux qui se font amputer un bras.
Maintenant, il y a des bras qui travaillent biomimétiquement, que ça s'appelle. Donc, on reconnecte les nerfs qui sont encore fonctionnels, les muscles qui sont fonctionnels un petit peu. Puis si, mettons que je veux prendre une bouteille d'eau, j'ai fait de la réadaptation avec mon cerveau, avec des électrodes et tout. Puis souvent, c'est le pectoral qui va agir comme l'avant-bras. Fait que tu rééduques ce muscle-là pour faire serrer la main. Fait que moi, je travaille sur ça, mais pour les hanches. C'est sûr que moi, je suis dans mes hanches à cause que c'est ça qui m'est arrivé. Fait que je travaille sur vraiment un développement, mais plus pour les hanches artificielles, puis vraiment le coding d'ingénierie à l'extérieur, à l'intérieur de cette petite machine-là. Fait que je te demanderai pas c'est quoi qui t'a mené vers, vers cette discipline-là dans le fond. Ça part d'un intérêt, personnel, mais aussi j'imagine, d'un désir d'aider les autres, de pouvoir bénéficier de ces technologies-là. Oui, ben c'est ça. Dans les hanches artificielles, il n'y a pas beaucoup de choses encore qui se font. C'est encore très, très mécanique qu'on appelle. Donc, c'est sûr que moi, avec mon événement personnel, c'est sûr que j'ai toujours été intéressée par le corps humain. J'ai toujours aimé travailler manuellement. J'ai aidé beaucoup mes parents avec leur compagnie médicale. Donc, j'ai tout le temps été là-dedans. J'adore lire, j'adore l'école, j'adore apprendre. Donc, c'est sûr que ça va de soi que je continue là-dedans, puis j'adore la recherche. Vraiment. Fait que c'est la recherche qui t'intéresse, l'enseignement, l'industrie, un peu de tout? Un peu de tout. Je pense pas que je fasse une job de 9 à 5 à tous les jours pour le reste dans mes jours. J'aime ça avoir un petit peu des projets un petit peu partout. Justement, j'ai enseigné à l'Université d'Alabama pendant 3 ans, puis là, je prévois enseigner à l'Université Laval un petit peu pour débuter un cours sur le sport adapté. Donc, tu sais, j'aime vraiment ça, justement, être un peu celle qui débarre les portes, qui pousse des portes, puis qui commence des nouveaux programmes un petit peu partout pour justement pouvoir faire grandir le monde pour les personnes ayant des limitations fonctionnelles, pour pouvoir éduquer les autres sur sur ce domaine-là aussi. Un désir de contribuer, de défoncer des portes, d'être une pionnière, là, finalement, dans ce domaine. On essaie. Cindy, est-ce que tu as une philosophie dans la vie? As-tu j'en ai 2 vraiment sur quoi, tu sais, je pense que j'ai touché vivre le jour, vivre le moment présent. Donc, Carpe Diem, vraiment, ce motto-là, nous, a fait partie de ma famille depuis des années. Je vis encore avec ça. J'ai des tatous de Carpe Diem un petit peu partout, mais c'est tellement important, justement. On ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver à n'importe quelle seconde de votre vie. Moi, ma vie, oui, elle a été chamboulée à l'âge de 12 ans. Mais est-ce que je reculerais dans le temps pour la changer? Je pense pas. Est-ce que je ferais des choses différentes? C'est sûr. Mais j'apprécie vraiment tout ce qui m'est arrivé, même s'il y a des moments extrêmement difficiles dans ma vie. Mais je regrette pas mes choix, je regrette pas mes décisions, je regrette pas qu'est-ce que j'ai fait par rapport à tout ça. Puis souvent aussi, une autre petite phrase qui m'allume beaucoup, c'est que je dis souvent, je suis pas qu'est-ce qui m'est arrivé, mais je suis qui j'ai choisi de devenir. Je pense que tout le monde va avoir des choses qui vont leur arriver dans leur vie, mais c'est vraiment le matin quand on se lève, c'est qui qu'on veut être, c'est qui qu'on choisit de devenir, c'est qui justement, c'est qui la meilleure personne de soi-même qu'on veut être. Pour moi, à chaque jour, je pense que je peux être une meilleure version de moi-même. Est-ce que je suis parfaite? Vraiment, vraiment pas. Est-ce que je peux travailler à être de mieux en mieux? Oui, je pense qu'on a tout ce pouvoir-là, justement, de devenir un petit peu meilleur à chaque jour, de pouvoir accomplir d'autres rêves, de pouvoir établir d'autres rêves aussi, puis d'atteindre ces rêves-là. Fait que moi, c'est vraiment ça. Tu sais, oui, m'est arrivé mon cancer, oui, m'est arrivé mes périodes de suicide, mes périodes avec des périodes un petit peu plus difficiles avec mes parents, mais après ça, il m'est arrivé des choses extraordinaires, aller pouvoir étudier aux États-Unis, avoir des scholarships pour aller jouer au basket là-bas. Revenir ici, travailler pour des organismes comme Le Camp, Sportaid, pouvoir influencer d'autres jeunes, justement, qui sont en train de monter dans le sport adapté. Tu sais, ça, c'est toutes des expériences incroyables. Puis justement, c'est juste à cause que j'ai choisi vraiment d'être la personne que je veux être et non m'apitoyer sur mon sort puis rester à l'hôpital. Puis j'aurais pu mourir comme ça, je pense que si j'avais pas foncé dans la vie. J'adore ce que tu dis, choisir d'être la personne qu'on veut être, parce que c'est vrai que la tentation, des fois, de s'apitoyer puis de se laisser aller est là, même dans... Peu importe, je dirais, l'amplitude de l'épreuve qu'on traverse. Hein? C'est quelque chose d'humain. Puis tu sais, c'est pas la fin du monde quand on va pas bien aussi. Tu sais, dans la dernière année, je suis sortie publiquement, tu sais, j'ai refait une dépression avec l'annulation et le report des Jeux de Tokyo.
je suis retombée dans mon automutilation. Puis, tu sais, c'est quand même 20 ans plus tard après ma maladie. Fait que c'est correct aussi de ne pas être 100% positif à tous les jours, mais c'est de reconnaître justement quand ça va pas bien. Je pense que c'est tellement important de hey, ça va pas bien, je suis pas dans mon assiette, je suis pas comme d'habitude. Moi, ça me tentait plus de m'entraîner. J'avais perdu 15 livres, je pèse 120 livres, fait que je suis pas grosse d'abord. Fait que tu sais, je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas bien. Puis la différence de quand j'avais 15 ans, c'est que là, je l'ai reconnu. Puis là, je voulais me faire aider. J'avais pas peur, justement, de dire à mes parents, hey, là, ça va pas bien, j'ai besoin d'aide. J'étais allée chercher des psychologues, des psychiatres qui m'ont aidé. Ils me suivent encore à chaque semaine, chaque 2 semaines, je leur parle encore. Est-ce que j'ai honte de ça? Absolument pas, parce que justement, je pense que en me faisant aider, je deviens plus forte. Puis en même temps, j'essaie d'aider les autres. Fait que c'est un peu un two-way thérapie un petit peu. Fait que bref, j'ai zéro honte de ça. Puis je suis contente justement de voir de plus en plus d'athlètes qui sont vus comme beaucoup les super-héros qui sont en train de sortir parlant de leur dépression, leur anxiété, puis leur quotidien. C'est vraiment, je pense que c'est comme le cadeau, ce qui vient avec la maturité aussi, puis la connaissance de soi, d'arriver. Puis je reviens, je sais que je radote, mais ça prend vraiment du courage, puis ça ouvre vraiment les possibilités là, pour les jeunes qui traversent ça, de se dire, ben, tu sais, de ne pas être obligé tout le temps de projeter une image d'une personne invincible, mais vraiment d'oser montrer sa vulnérabilité, parce que c'est vraiment de là que la force qu'on attire, je pense. Vraiment. Si tu avais la possibilité de voyager dans le temps puis d'aller rencontrer la jeune Cindy que tu étais à 12 ans, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais lui dire, toi qui as vu, qui as vécu, et sans gâcher toutes les punches des belles choses qui te sont arrivées? Là, mais tu sais, juste comme... Ben, pour vrai, la première chose qui me vient en tête, c'est vraiment de dire à la jeune Cindy que d'aller chercher de l'aide un petit peu plus tôt dans ma vie. Justement, de ne pas tout renfouler les émotions de frustration, puis de toujours me demander pourquoi c'est arrivé à moi. Jamais j'ai souhaité ça à quelqu'un d'autre. J'ai jamais dit pourquoi pas lui au lieu de moi, mais c'était plus pourquoi moi, pourquoi encore, puis pourquoi. Il y a plein d'autres choses qui me sont arrivées, puis on dirait que ça me retombait tout le temps sur le dos, mais justement, je pense que si j'avais vu ça un petit peu plus tôt, puis dire hey, OK, c'est correct, il y a des gens autour de moi qui peuvent t'aider puis qui peuvent t'accepter comme que tu es. Fait que vraiment dire ça à la jeune Cindy de va chercher de l'aide un petit peu plus tôt dans ta vie, puis peut-être justement, tu ne te rendras pas à te faire du mal, à t'automutiler, à te rendre dans la dépression. Puis sinon, l'autre message positif, je pense que ça aurait été continue de foncer dans la vie, puis il n'y a pas un rêve que tu ne pourras pas accomplir. Je pense que j'ai réussi quand même à faire ça. Je suis quand même fière de tout ça. Mais tu sais, c'est sûr qu'il y a eu des moments que je le croyais pas toujours. Une chance que justement, j'ai eu des mentors comme Dean, puis des bons modèles de vie, mes parents, qui ont été là pour moi. Parce que la vie, c'est comme un petit peu en ski, là. Il y a des bosses, des hauts, des bas, des obstacles, des chutes. Des moments de gloire aussi, vraiment. Oh, mon collègue m'informe qu'il me reste peu de temps. Alors, je vais y aller avec une dernière question parce que je vois qu'il y a déjà des gens qui ont hâte qui ont des questions pour toi, Cindy. Mm-hmm. Ce serait quoi tes 3 ingrédients du bonheur dans la vie? Pour moi, c'est vraiment 3 ingrédients du bonheur. C'est une bonne question, ça. Ben, le premier mot qui me vient en tête, c'est vraiment ma famille. Que ce soit votre famille ou amis, peu importe qui vous considérez proche de vous. Je pense que c'est ultra important d'avoir ça. Ensuite, pour moi, ça a été l'équilibre. Un équilibre entre justement la vie sociale, entre vos passe-temps, le sport. Vraiment un équilibre de vie, de pas juste faire... Je me souviens, moi, des fois, j'étais trop dans le sport, je m'oubliais mentalement. Puis je pense que c'est un équilibre de tout ça. Puis pour moi, l'autre, je pense que c'est une discipline. C'est ça l'autre mot qui me vient en tête. C'est sûr que je suis un athlète de haut niveau, mais je pense juste une discipline de vie, justement. Ça se lie un petit peu avec ton équilibre, mais genre, on discipline à l'école, au niveau du travail, avec les amis et tout. Être sûr de prendre du temps dans chaque facette de ta vie. Puis justement, je pense que ça englobe mon équilibre, puis tout ça est relié par ma famille.
avec la discipline et l'équilibre ensemble, parce que des fois, Ouais. il peut y avoir un débalancement, puis la famille qui vient englober tout ça, qui est si importante comme filet de soutien. Merci beaucoup, Cindy, d'avoir répondu à mes questions. J'en avais beaucoup. On va maintenant laisser la parole aux gens qui ont envie d'en savoir plus sur toi. C'est vraiment très apprécié là, que tu aies accepté de te livrer la sorte pour nous. Ça fait plaisir. Merci beaucoup de l'invitation. Ça fait plaisir. C'est une question de Claudine Cournoyer qui te pose la question suivante. Comment arrives-tu à équilibrer la gestion de la douleur et de l'énergie? Au début, c'était vraiment pas facile parce que j'avais beaucoup de douleurs neuropathiques. Donc, pour moi, qu'est-ce qui a vraiment été un gros changement, c'est que j'avais une routine que je me suis établie. J'ai commencé à faire beaucoup de méditation. Donc, je fais mes méditations le matin. J'en fais pendant la journée quand j'ai trop de grosses douleurs. Fait que j'ai lu énormément sur la respiration, comment un petit peu contrôler, puis ça fait vraiment gourou, mais un petit peu faire sortir ma douleur par mon corps, par la respiration. Puis, c'est sûr qu'il y a des journées que je peux un petit peu moins m'entraîner. Il faut que je m'écoute. Puis, au début, c'est sûr que j'avais accès avec certaines médications que j'ai été obligée de prendre. Fait qu'il n'y a rien, tu sais, je pense que si les médecins ils peuvent aider avec les médications, tu sais, je ne suis pas contre ça, mais j'aime un petit peu mieux les méthodes naturelles. Donc, pour moi, c'est vraiment le sport. Puis des fois, si j'ai vraiment trop mal, c'est ça, je fais mes petites méditations. J'ai environ 2 heures de méditation par jour. J'en fais avant de me coucher, j'en fais le matin, puis pendant la journée, je fais des petites sessions quand j'en ai besoin. Merci Cindy. Donc là, en fait, on a 2 autres personnes qui vont te poser des questions, puis c'est eux-mêmes qui vont le faire. Donc en fait, je vais appeler Marie-Blanche Mérimillard. Donc je te laisse la parole. Bonjour Cindy. Je vois le piano qui est derrière toi, puis je suis comme un peu pas émerveillée ou stupéfiée par la combinaison de la musique, de l'ingénierie, du sport d'élite. Et puis, je viens de voir se manifester aussi un haut niveau de lucidité, comme une personne qui a été ou en thérapie ou qui a reçu de l'aide psychologique à plusieurs reprises, puis qui a trouvé une manière de mettre des mots sur ce qu'elle ressentait. Donc, de se donner une capacité de rebondir quand ça va mal. Je trouve ça assez formidable, particulièrement pour une personne qui a fait face aux incapacités si tôt dans sa vie. Parce que quand même, à 12 ans, là, c'est un moment où est-ce qu'on commence à définir notre personnalité, puis à voir quel genre d'adulte on va être. Et puis, chez des personnes handicapées, parfois, la tendance est d'être un peu timide, gentille, conventionnelle, d'aller dans des sentiers où on pense qu'on a plus de chances de gagner de l'acceptation. Mais toi, tu sembles avoir quand même assez rapidement laissé toute ta personnalité s'épanouir. Elle t'a pris quand même. Est-ce que j'ai rêvé quand tu as dit que tu avais fait ton coming out? Oui, à 15 ans. Ben oui. Alors, ça, c'est pas là non plus nécessairement la voie facile. Alors, il y a comme quelque chose de fort en toi qui t'amène aussi à supporter tes douleurs puis tes difficultés. Alors, je suis assez impressionnée, puis je le prends. Moi, je ne suis pas plus âgée que toi, mais je le prends, là, je prends ce que tu dis là, puis je vais y réfléchir, puis je pense que je vais essayer d'intégrer certaines des choses que tu as dit dans ma vie. Un gros merci. Puis je pense que ça revient aussi, qu'est-ce que vous dites, c'est vraiment important parce que moi, justement, j'ai jamais été vraiment la fille à stéréotype dans toute ma vie, même quand j'étais toute petite. Je pense que je fais ça dans la vie quand même. Puis, à partir du moment que je me suis dit, OK, je le sais que je vais être différente, puis que j'ai réalisé que sur la planète, il n'y en a pas un humain pareil de toute façon. Peu importe qu'est-ce qu'on a, des fois, je sais pas, il y a quelqu'un on met pas les bonnes lunettes cette journée-là. On est habillé un petit peu de croche, on fait rire de nous de toute façon. Fait que je sois gay, que je sois en fauteuil, que je sois une femme dans le sport, que j'ai des tatous partout, je pense qu'il va tout le temps avoir des jugements, peu importe où qu'on va, que ce soit qu'on va au restaurant, qu'on va au centre commercial. Je pense qu'on va tout le temps se faire juger, soit positivement, négativement. Donc, le plus vite qu'on est capable de sortir de cette philosophie-là, que justement, c'est grave si on se fait juger. Puis justement, pourquoi qu'on n'existe pas pour
éduquer les autres. Parfois, on se fait regarder en fauteuil, puis on se fait ouvrir les portes, les gens ne savent même pas comment ouvrir notre porte. Puis au début, ça me frustrait quand j'étais plus jeune, puis j'étais comme, pourquoi tu sais pas comment ouvrir une porte? Pourquoi tu te mets dans la porte, t'es dans mon chemin? Mais après ça, j'ai réalisé, hey, il n'y a personne qui nous apprend ça à l'école, il n'y a personne qui nous apprend à interagir avec les gens avec des limitations fonctionnelles. Donc pourquoi ce ne serait pas à mon tour justement d'apprendre aux plus jeunes, aux plus vieux? Puis même moi, quand que je voyage à travers le monde, quand que j'ai fait des conférences, il y a des petits jeunes de 5 ans qui m'apprennent autant que quand que je parle à ma grand-mère qui a 85 ans. Donc, je pense que c'est important d'apprendre de tout le monde. C'est important aussi d'apprendre à tout le monde. Merci. Merci Cindy. Donc, on a une autre question. Donc, je vais laisser la parole à Samuel Larouche. Donc, Samuel, la parole est à toi. Bonjour Cindy. Écoute, moi, c'est plus la portion, on va dire, de l'éducation. Étant moi-même athlète et aussi étudiant au cycle supérieur, j'ai trouvé ça super impressionnant d'entendre en fait tout ton parcours scolaire. Puis moi, ce qui m'intéresse, c'est comment tu as fait pour concilier en fait l'aspect des études supérieures avec le sport professionnel. Ça serait plus là, moi, que j'ai bien des questions puis que j'aimerais savoir ta recette gagnante. J'ai parlé de discipline tantôt, fait que c'est sûr que ça fait partie de ma vie. Mais c'est ça, j'ai été recrutée à l'Université d'Alabama quand même à un jeune âge, à 17 ans. Je me suis en allée à l'Université d'Alabama sous un scholarship. Fait que pour moi, ça me permettait de jouer au basket, de continuer ma pratique sportive, puis d'étudier. J'avais un petit peu, j'avais juste ça à faire, puis j'adore l'école. J'ai une facilité à l'école, donc c'est sûr que ça m'aide beaucoup. Je ne vais pas beaucoup à mes cours, donc j'écoute beaucoup mes cours en ligne, puis je lis mon matériel, puis ça rentre comme ça dans ma tête. Donc c'est sûr que ça m'aide. Mais c'est beaucoup de discipline. Je me lève vers 5 heures le matin, je fais mes premiers entraînements, ensuite soit que j'étudie ou soit que j'aide pour accompagner mes parents ou le travail avec Sportail et tout. Ensuite, je fais une autre période d'entraînement. Je fais un petit peu plus d'études pendant que je mange et tout. J'adore cuisiner. Puis le soir, je joue mon piano, je fais ma méditation. Je fais mon dernier truc d'étirement le soir avant de me coucher. Puis après ça, je me couche quand même assez tôt. Donc, c'est vraiment, je pense, une discipline de vie. Puis à un moment donné, tu apprends à vivre à travers tout ça. Super, merci beaucoup. Malgré tout, je me dis, une journée, on a quand même 24 heures. Tu parlais que tu faisais une méditation, à peu près 2 heures de méditation par jour. Les études supérieures, c'est de l'étude, mais c'est beaucoup de travail, de la rédaction, de la recherche. Fait que, bref, moi, je trouve que tu fais plus qu'être discipliné, je pense, dans tout ça. Là. Fait que félicitations. Merci beaucoup. J'ai vu à travers ton Facebook, tu sais, tu as eu des vidéos, des journalistes qui se t'ont interviewés. Puis, il y a aussi la période où on a tous vécu la COVID, où ça a été très compliqué pour tout le monde. En fait, la question que j'ai pour toi, en fait, j'en ai même deux qui va se suivre. La première, c'est quand on a sûrement pu dire le sport, c'est fini, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? La première chose qui t'est venue tout de suite, parce que tu savais que tu avais ensuite les Paralympiques qui allaient s'en venir. Puis, je sais aussi, il y a une période où je pense que tu n'as plus vraiment pu t'entraîner. Puis la dernière chose, qu'est-ce qui t'a poussé à rester, d'avoir tout le temps cette positivité pour continuer en fait ce que tu aimes le plus au monde? Au début, c'est ça, avec le COVID, quand ils ont dit que le sport n'était plus possible, puis les gyms fermés et tout, moi, c'est sûr qu'au début, tu dis, OK, ça va durer 2 semaines, ça va durer 3 semaines. Après ça, c'était rendu à 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est sûr qu'à un moment donné, la motivation, elle a baissé beaucoup. Donc, rester positif, c'est sûr que j'ai pas été positive tout le long. Là, ça serait vraiment inhumain. Puis ça serait vous mentir aussi. Fait que comme j'ai mentionné un petit peu plus tôt, oui, je suis tombée dans la dépression. C'est peut-être la pandémie a commencé au mois d'avril. Moi, ma petite dépression a commencé plus au mois de août, septembre. Mais pendant ce temps-là, justement, quand je suis allée chercher de l'aide, après ça, j'ai voulu me réentraîner. Moi, je suis quand même assez chanceuse. Je viens tout juste de finir de construire ma maison, puis j'avais planifié que je me construisais un gym. Donc, j'ai un gros gym de basket et de CrossFit dans mon garage.
Donc, j'ai pu continuer quand même mon entraînement vraiment régulier. Puis, mon coach, moi, vu qu'on avait le droit avec les athlètes paralympiques, on avait une dérogation, j'avais le droit d'avoir un entraîneur à la maison qui venait. Donc, c'est sûr que sur cet aspect-là, ça m'a aidé beaucoup. Puis sinon, ben, avec le ski de fond à l'extérieur, c'était quand même permis. Donc, j'ai pu faire ça également. Donc, c'est sûr que j'ai modifié mes horaires, je voyais pas mon équipe. Le premier match aux Jeux paralympiques qu'on a joué, ça faisait 2 ans que nous n'avions pas joué de match en équipe contre des équipes internationales. Donc, c'est sûr que ça a été un petit peu différent comme année. Mais j'ai vraiment repris la motivation grâce à mon gym ici. Puis, je m'entraînais sur Zoom avec des coéquipières. J'ai essayé de faire juste d'autres moyens de m'entraîner justement pour voir des gens sur FaceTime et tout. Merci à toi. C'est vraiment apprécié de nous avoir répondu. 2 questions pour Mademoiselle Ouellette. Ça va bien? Oui, toi. On joue au hockey luge ensemble, c'est pour ça que... Écoute, Cindy, je voudrais savoir, est-ce que tu as des... J'ai 2 questions. Est-ce que tu as des péchés mignons? Tu sais, pour décrocher de tout ça, là, tu sais, de l'entraînement, puis tout le... Est-ce que tu as des péchés mignons pour décrocher? Puis ma deuxième question, c'est comment tu vois ton avenir? Première question, oui, j'en ai. J'adore cuisiner. Donc, pour moi, quand je m'entraîne pas, je joue beaucoup de musique, je joue beaucoup de piano, guitare. Donc, c'est avec ça que j'aime beaucoup faire ça. J'aime beaucoup la lecture, mais cuisiner, j'adore manger. Donc, ce serait ça, sûrement mon gros péché mignon. Puis j'adore le chocolat. Donc, c'est sur ça que des fois, quand ça va pas bien, c'est ça que je mange. Puis mon avenir, je vois, tu sais, je suis tellement quelqu'un qui vit une journée à la fois que j'ai un peu de la misère à me projeter vers l'avenir. C'est sûr que je veux continuer justement à aider les jeunes, à éduquer les gens justement sur un peu notre réalité quand on a des limitations fonctionnelles. Puis, tu sais, comme travailler avec Sportail, travailler avec Leucan, c'est sûr que c'est ça, je veux continuer à faire ça. Je suis en train de développer un cours pour l'Université Laval, justement, de sport adapté pour pouvoir justement aider les futurs coachs, les futurs professeurs à l'école pour vous leur montrer c'est quoi un petit peu comment dealer avec les différents handicaps. Après ça, comment apprendre un petit peu c'est quoi le sport paralympique. Puis le niveau d'inclusion aussi dans les cours, puis dans la cour d'école. Comment qu'on parle aux gens en fauteuil. Est-ce que tu te mets à genoux en avant d'eux pour leur parler ou tu restes debout? Des petits trucs comme ça. Fait que ça, c'est un petit peu mon avenir que je vois. Je continue aussi de développer avec la compagnie de mes parents les logis qu'ils font. Fait que moi, j'ai ça avec mes parents. Puis continuer à faire des conférences, continuer d'être dans le sport, puis essayer d'être le plus positif possible. Merci beaucoup. Merci. J'ai une autre question. Plus peut-être, je comprends que tu y vas le jour. Bref, des jeux, ça se prévoit à l'avance cependant. Alors, point de vue sportif, c'est quoi tes prochains objectifs? Ben là, je viens tout juste de revenir des Jeux de Tokyo en septembre. Puis, j'essaie de me qualifier pour les Jeux de Beijing 2022 qui vont avoir lieu en mars cette année. Donc, mes qualifications sont dans 2 semaines à Calgary pour le ski de fond. Puis après ça, l'année prochaine, j'ai déjà le championnat du monde en basket. Puis j'aimerais sûrement ça faire les Jeux de 2024 en basket. Je crois que ça va vraiment être mes derniers Paralympiques d'été. Peut-être 2026 en hiver pour le ski de fond, qui serait sûrement mes derniers Jeux total. Ce serait mes 8e, mes 7e. Donc, on va voir, mais tu sais, je prends vraiment une année à la fois présentement pour ma carrière sportive. Excellent, merci. Merci pour tout. Merci pour ton appel, ou plutôt d'avoir répondu positivement à notre demande de conférence. On l'apprécie beaucoup. On a eu des personnes présentes ici, puis ils ont écouté ton parcours. Donc, moi aussi, je le connaissais un petit peu par la personne que toi et moi, on a en commun. Puis, écoute, un grand merci. T'as une félicitation de tout le monde. Donc, on a Michel qui dit merci pour cette belle énergie. On a notre chère Vanessa aussi qui te remercie encore une fois pour tes qualifications. Pour tes qualifications. Pardon, j'ai mal lu. Et puis, si c'est bon pour tout le monde, écoutez, on vous remercie pour votre participation, aux personnes qui étaient là avec nous. Et donc,
On a Aline qui nous dit très beau parcours, bravo à toi. Donc, merci à vous tous. Donc, merci d'avoir participé à cette conférence. On a un dernier message de Guylaine. Très beau parcours, très inspirante. Je suis très impressionné de ta détermination, ta réussite scolaire. On te suivra dans ta carrière. Donc, tu vois, tu reçois beaucoup, beaucoup de messages, probablement des messages futurs qui s'en viennent pour toi. Nous, en tout cas, de la part de toute l'équipe de Memo Québec, encore une fois, merci pour ta présence. On te souhaite les plus beaux parcours futurs. On a également Walter Zelaya, qui est donc le directeur de Memo Québec, qui te dit merci beaucoup. Tu es une personne inspirante pour nous tous. Donc, j'en profite encore une fois de la part de tout le monde. Merci à toi. Peut-être qu'un jour, on aura l'occasion de te voir face à face. En ce moment, c'est un petit peu compliqué pour tout le monde. Dans notre magazine, le Paraquad, on aura peut-être un article sur une avancée ou une découverte technologique dont tu seras à l'origine. À suivre. En tout cas, on va te suivre, c'est sûr. Merci beaucoup. Un gros merci à tout le monde. Puis, dernière chose, c'est, je dis, soyez vrais, soyez vous-même, puis vous allez faire avancer. Tout le monde ensemble, je pense qu'on peut vraiment faire avancer ce milieu-là, puis on peut apprendre, on peut éduquer beaucoup les gens sur notre réalité. Donc, merci à tout le monde. Merci à toi.